Au cours des dernières 30-40 années, nous avons été témoins de quelque chose qui, en termes historiques, peut être qualifié d'unique. Un processus que personne n'attendait, qui a pris par surprise les experts, les gouvernements, les universitaires et les entreprises. Je fais référence, bien sûr, à ce qui s'est passé avec la République populaire de Chine. Peu importe votre position personnelle face à ce pays, qu'elle soit de sympathie, de critique ou d'absolue neutralité. La vérité est que, si nous ouvrons les yeux et observons avec honnêteté, nous verrons un phénomène de développement économique qui a brisé tous les cadres connus. Dans les années 70 et 80, la Chine n'était qu'un pays parmi tant d'autres nations pauvres de la planète. Un pays qui commençait à peine à s'ouvrir, luttant pour surmonter des niveaux de misère qu'il est aujourd'hui difficile d'imaginer. À cette époque, presque personne ne croyait que quelque chose d'important pourrait émerger de là. Cela pouvait sembler logique. Il y avait des dizaines de nations dans des conditions similaires, essayant d'échapper à la pauvreté sans vraiment y parvenir. En Occident, si quelqu'un voulait imaginer à quoi ressemblait cette pauvreté rurale, il pouvait se tourner vers des romans comme Kakia, La Bonne Terre de Pearl Buck. De nombreux étudiants aux États-Unis devaient le lire au lycée. Ce livre racontait la dureté de la vie dans la Chine paysanne. Et pour un jeune qui grandissait dans les banlieues américaines, il était presque impossible de comprendre ce niveau de privation. Eh bien, cette réalité a radicalement changé. En à peine 3 ou 4 décennies, la Chine a parcouru un chemin qui a pris plusieurs siècles à l'Europe occidentale et que les États-Unis ont parcouru, en étant conservateurs, en plus de 150 ans. La vitesse et l'ampleur de ce changement n'ont pas de précédent dans l'histoire moderne. Jamais auparavant, on n'avait vu un pays d'une telle taille, avec une population aussi immense, passer d'un acteur marginal à une position de premier plan dans l'économie mondiale en si peu de temps. Le secret résidait dans une stratégie calculée. Les Chinois ont su s'organiser, ils ont su tirer parti des avantages des autres pays, ils ont emprunté des idées, des technologies, des capitaux, mais ils ont su tout combiner dans un mélange unique. Le résultat a été un succès en termes de croissance économique, de réduction de la pauvreté et, surtout, dans la manière dont ils ont transformé une population gigantesque. Pensons à l'ampleur, nous parlons de plus de 1400 millions de personnes, 4 ou 5 fois la population des États-Unis. Et ils l'ont fait. Ils ont sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté extrême. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de croissance en chiffres, mais aussi de compétition au plus haut niveau de la technologie mondiale. Ce que produisent Apple ou Intel aux États-Unis a son équivalent en Chine. Et, dans certains secteurs, les produits chinois surpassent déjà ceux des États-Unis. Un exemple très révélateur. Il y a environ 15 ans, toutes les grandes entreprises automobiles de la planète ont lancé des programmes ambitieux pour développer des véhicules électriques, l'alternative aux moteurs à combustion basés sur le pétrole et le gaz. La course était ouverte. Eh bien, la Chine n'a pas seulement participé à cette compétition, elle s'est placée en tête. Aujourd'hui, les voitures électriques fabriquées en Chine sont moins chères et, dans de nombreux cas, meilleures que celles produites dans n'importe quel autre pays. En termes pratiques, ils ont gagné la compétition. Bien sûr, ce ne serait pas la première fois dans l'histoire qu'une nation se retrouve distancée par une autre plus innovante. Cependant, ce qui est particulier ici, c'est la réponse des États-Unis. Au lieu de rivaliser à armes égales, de redoubler d'efforts en recherche et développement, la réponse a été d'imposer une taxe de 100% sur les voitures électriques chinoises. Le résultat de cet impôt est simple à comprendre. Une voiture chinoise qui coûte 30 000 $ à l'origine, en arrivant aux États-Unis, finit par coûter 60 000 $. 30 000 $ vont aux fabricants chinois et 30 000 $ restent entre les mains du gouvernement américain. En d'autres termes, le prix est doublé, rendant impossible l'achat de ces véhicules. Conséquence immédiate, il n'y a pas de voitures électriques chinoises sur les routes américaines, pas une seule. En revanche, en Europe, une voiture électrique sur 4 provient déjà de Chine. Et l'entreprise leader, la plus performante, celle qui croît à une vitesse vertigineuse, est pratiquement inconnue de la majorité des Américains, BYD.
3 lettres qui sont déjà synonymes d'innovation dans une grande partie du monde, mais qui, aux États-Unis, restent à peine mentionnées. Ce qui est paradoxal, c'est que cette stratégie, loin de protéger l'industrie locale, finit par être un acte d'auto-sabotage. Parce que, pendant que les consommateurs et les entreprises dans d'autres parties du monde peuvent accéder à une voiture électrique de 30 000 $, aux États-Unis, ils sont obligés de payer 40 ou 50 000 $ pour une voiture de moindre qualité. Cela place les entreprises américaines en désavantage face à tous leurs concurrents mondiaux. Dans les universités d'économie, lorsqu'on enseigne les bases du commerce international, on met en garde contre ce type de politique, car elles sont généralement plus destructrices que protectrices. Et pourtant, le gouvernement de Washington les défend. Ceux qui occupent des pied des postes clés savent que ce n'est pas la meilleure décision. Janet Yellen, secrétaire du Trésor et économiste de formation, le sait parfaitement. Elle sait que c'est insoutenable, mais elle doit le soutenir, car cela correspond à la ligne officielle. En d'autres termes, les États-Unis perdent la compétition et, au lieu de concevoir un plan pour se hisser au même niveau, ils choisissent d'ériger des barrières. À Washington, ils se convainquent qu'ils isolent ainsi la Chine, mais la vérité est qu'ils s'isolent eux-mêmes. De l'extérieur, le reste du monde observe une puissance qui ressemble de plus en plus à un empire en déclin, et beaucoup trouvent du plaisir à contempler ce spectacle. Pendant ce temps, les pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et même certains secteurs en Europe et en Amérique du Nord regardent la Chine avec un autre regard. Il y a 40 ans, tout le monde voulait imiter quelqu'un, trouver un chemin de développement. La Chine a été le pays qui l'a véritablement réussi. C'est pourquoi le modèle chinois inspire des initiatives comme les BRICS, une organisation qui étend cette manière de faire les choses à l'échelle internationale. Et ce bloc devrait préoccuper les États-Unis, bien plus qu'il ne le fait actuellement. En quoi consistait la proposition initiale de la Chine? Il y a un quart de siècle, ils ont décidé de faire une offre claire aux puissances développées. Vous voulez des bénéfices, des profits, nous pouvons vous offrir 2 choses, une main-d'œuvre éduquée, disciplinée et bon marché, et le marché de consommation qui croîtra le plus rapidement au monde. Cette combinaison était irrésistible. Tout étudiant en commerce sait que l'endroit idéal pour investir est là où les coûts de main-d'œuvre sont bas et où le marché des consommateurs s'élargit. Ainsi, les entreprises sont venues. Elles se sont installées, ont obtenu des bénéfices colossaux et ont forcé leurs concurrents à faire de même pour ne pas être laissés pour compte. À partir de là, la Chine est devenue un partenaire incontournable. General Motors, par exemple, vend aujourd'hui plus de voitures en Chine qu'aux États-Unis. Ce simple fait illustre l'ampleur du marché chinois. Et cela explique pourquoi personne qui veut rester compétitif ne peut l'ignorer. Cependant, en Occident, on répète souvent une narrative simpliste. Les Chinois ont copié notre technologie. Bien sûr qu'ils ont appris de l'Europe, des États-Unis, du Japon. Bien sûr qu'ils ont observé ce qui se faisait dans la Silicon Valley. Mais cela ne signifie pas un vol. Il n'y a pas eu d'imposition, pas de tromperie. Ce qu'il y a eu, ce sont des contrats légaux et clairs. Les entreprises étrangères ont transféré leur technologie en échange de l'accès à une main-d'œuvre bon marché et à un marché en expansion. C'était un accord ouvert, sur la table, et tout le monde l'a accepté. Dire maintenant que les Chinois ont volé, c'est comme faire un échange équitable, recevoir ce qui était convenu, et plus tard se plaindre qu'on a été trompé. Si je te donne 5 $ et que tu me donnes ton T-shirt et que nous respectons tous les deux l'accord, puis-je ensuite crier que tu m'as volé mon T-shirt? Non, c'était un accord volontaire. Peut-être que plus tard je le regrette, mais c'est une autre histoire. Ce que je ne peux pas faire, c'est accuser de vol. Pour les Chinois, ces accusations ont une connotation douloureuse. Elles leur rappellent les 100 années d'humiliation, cette période où l'Occident les traitait comme incapables de progresser par eux-mêmes. Quand ils entendent qu'ils ont dû voler, ce qu'ils perçoivent derrière, c'est « vous êtes trop arriérés, trop ignorants, trop chinois pour l'avoir fait par votre propre mérite ». Et cela, naturellement, alimente un ressentiment historique.
Ce qui s'est réellement passé, c'est que la Chine a pris ce qu'elle a appris et l'a adapté. Pendant des décennies, ses publications scientifiques et techniques étaient remplies de références aux États-Unis et à l'Europe. Ils ont étudié, copié, modifié et amélioré. Et tout cela, ils l'ont fait à travers des accords visibles et légaux. Il faut aussi se rappeler que le modèle chinois n'a jamais été une copie exacte, ni du capitalisme occidental, ni du socialisme soviétique. Le Parti communiste chinois a pris des éléments des deux, les a mélangés, a écarté ce qui ne lui convenait pas, et a construit un système hybride, un système qui combine une planification étatique avec une ouverture au capital privé, et qui s'est révélé bien plus efficace que beaucoup ne l'avaient prédit. N'oublions pas que dans les années 60, la Chine et l'Union soviétique se sont même affrontées militairement. Les différences étaient profondes. Par conséquent, il ne devrait pas surprendre que, plus tard, les Chinois et Preciacia aient pris la décision de s'ouvrir aux entreprises étrangères. Ils leur ont dit « Apportez-nous votre technologie, car vous êtes plus avancés dans plusieurs domaines. » Et ils l'ont fait. C'était une politique délibérée, explicite, qui ne cachait pas ses intentions. Les entreprises étrangères ont accepté parce qu'elles voyaient des profits immédiats. La Chine a accepté parce qu'elle voyait un avenir. Et cet avenir, aujourd'hui, est une réalité qui reconfigure la carte économique mondiale. Commençons par un mythe très populaire, celui de la Silicon Valley comme berceau de l'innovation mondiale. Ce qu'on mentionne rarement, c'est que beaucoup des grandes révolutions qui en sont sorties ne sont pas nées dans la baie de San Francisco. En réalité, il s'agissait d'idées, de projets et de technologies développées dans d'autres parties du monde, qui ont ensuite été adaptées, empaquetées et vendues comme des inventions américaines. Et ce phénomène n'est pas fortuit. Quand un pays ou un empire parvient à s'imposer sur les autres, il s'approprie également le droit d'écrire l'histoire. Cela porte un nom, même si nous ne l'utilisons pas toujours, le chauvinisme historique. Le récit du vainqueur, le pays où la civilisation dominante se présente comme le moteur du changement, le générateur de progrès, le seul capable d'ouvrir des voies. Les autres apparaissent en second plan, comme imitateurs, comme retardataires ou directement comme invisibles. Un exemple du quotidien. Le baseball. Quand j'étais enfant, le baseball me semblait un sport purement blanc, un symbole de la culture américaine. Et je me souviens m'être demandé, avec toute mon innocence, pourquoi n'y a-t-il pas de joueurs noirs dans ce sport si important? Et la réponse qui circulait était simple et cruelle. Ils n'y sont pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas la capacité. C'était la narrative dominante, jusqu'à ce que Jackie Robinson arrive. Il a brisé la barrière raciale et a prouvé que le talent avait toujours été là, mais qu'il avait été bloqué par un système excluant. Aujourd'hui, cela nous semble évident. Les athlètes afro-américains sont des pièces centrales des sports professionnels aux États-Unis. Mais à l'époque, il a fallu quelqu'un pour défier le mythe, pour montrer que l'absence n'était pas due à un manque de compétences, mais à un racisme structurel. Pourquoi mentionner cela? Parce que la même chose se produit avec les systèmes économiques. Quand un empire s'élève ou s'effondre, l'histoire officielle occulte souvent les véritables causes. Prenons le cas de la Chine. Pendant des siècles, ces grands empires sont tombés parce qu'ils reposaient sur des structures rigides, de type féodal. C'était un système similaire à celui de l'Europe médiévale. Seigneurs et serfs, pouvoir concentré dans des élites qui géraient les ressources sans permettre de mobilité sociale. Cet ordre social a produit des avancées, oui. Il a permis une certaine stabilité et des réalisations culturelles importantes. Mais en même temps, il portait en lui les germes de sa chute. Le féodalisme européen, par exemple, a pu se maintenir pendant 1000 ans, depuis la chute de Rome jusqu'à la Renaissance, mais il a fini par s'effondrer parce qu'il limitait la croissance et étouffait l'innovation. La Chine a étudié ces leçons. Et aujourd'hui, au 21e siècle, elle tente quelque chose de différent. Tirer le meilleur du capitalisme moderne, l'industrie, la technologie, la capacité entrepreneuriale, mais sans oublier que ce même capitalisme peut aussi mener à la ruine. Comment le font-ils? Avec un modèle hybride.
En Chine, la moitié de l'économie fonctionne selon une logique privée, motivée par la recherche de profit. Cela permet l'émergence de millionnaires et de milliardaires, l'apparition d'une classe entrepreneuriale dynamique. En fait, après les États-Unis, la Chine est le pays avec le plus grand nombre de grandes fortunes privées. Mais voici la différence. L'autre moitié de l'économie n'est pas régie par le marché, mais par des objectifs stratégiques définis par l'État. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Que s'il y a un secteur dans lequel ils veulent rivaliser avec les États-Unis, par exemple l'intelligence artificielle ou les énergies renouvelables, ils n'attendent pas qu'une entreprise privée décide si c'est rentable d'investir. Le gouvernement promeut ce secteur directement, sans se soucier de savoir s'il générera des profits immédiats. Si ensuite les privés se joignent, parfait. Sinon, l'État continue d'avancer. En revanche, aux États-Unis, tout dépend de la logique du profit privé. Nous innovons quand quelqu'un voit une opportunité de gagner de l'argent. S'il n'y a pas de rentabilité à court terme, cette idée est abandonnée. Cela explique pourquoi nous avons des secteurs entiers sous-financés, des projets de recherche qui pourraient changer l'avenir, mais qui n'attirent pas d'investissement parce qu'ils ne promettent pas de gains rapides. Pour les Chinois, la rentabilité compte, mais elle n'est pas le début et la fin de la conversation. Ce n'est qu'un objectif parmi une stratégie plus large. Et c'est ce qu'ils appellent le socialisme, non pas abolir le marché, mais le subordonner à des objectifs nationaux. Alors, où se situent les États-Unis dans tout cela? La vérité est que notre économie est en difficulté. Et bien que cela soit inconfortable à admettre, nous sommes dans un processus de déclin impérial. Le 20e siècle a été notre siècle. Nous avons grandi, dominé, défini des règles mondiales. Mais le 21e siècle n'est plus le même. Le problème, c'est que nous ne voulons pas le reconnaître. En tant que société, nous préférons vivre dans le déni. Et au lieu d'analyser nos failles internes, nous cherchons des coupables externes. Ainsi est née la narrative selon laquelle d'autres pays profitent de nous. C'est le même schéma de tous les empires en déclin. Accuser les autres au lieu d'affronter sa propre crise. Trump a porté cette narrative à l'extrême. Il a présenté les États-Unis comme une victime et a lancé des mesures qui semblaient dures, mais qui, en réalité, étaient une arme à double tranchant. Les tarifs douaniers en sont le meilleur exemple. Ils ont été vendus comme des punitions contre la Chine, le Mexique ou l'Europe. Mais en pratique, ce ne sont que des impôts. Et ce ne sont pas les étrangers qui les paient, c'est nous qui les payons. Un tarif douanier fonctionne ainsi. Quand une entreprise américaine importe un produit de l'étranger, elle doit payer une taxe à l'entrée. Ce coût est généralement répercuté sur le consommateur. Résultat, des prix plus élevés pour les gens ordinaires, tandis que l'argent va au trésor des États-Unis. Trump a insisté sur le fait que les autres paieraient, tout comme il a promis que le Mexique financerait le mur. Dans les deux cas, cela ne s'est jamais produit. Ce qui est le plus surprenant, c'est que le Parti républicain, qui s'est défini pendant des décennies comme le parti anti-impôt, a fini par appliquer l'un des plus grands impôts de l'histoire récente. Un virage qui reflète à quel point l'économie est en difficulté. Mais est-ce que ça fonctionne? La vérité est que non. Les tarifs douaniers tendent à générer de l'inflation, car ils augmentent les prix internes. Cela frappe directement la classe ouvrière, qui vit déjà avec des salaires stagnants. De plus, d'autres pays ripostent avec des représailles. Ils ferment leur marché à nos produits. Et cela signifie une perte d'emplois dans les secteurs exportateurs. Alors, quel est le bilan? Personne ne peut assurer si les emplois gagnés avec les tarifs douaniers compensent ceux qui sont perdus. C'est un risque énorme, une pari qui peut très mal tourner. Si les prix augmentent trop, les gens achètent moins. Et cela freine l'économie, ouvrant la porte à une récession. Au fond, c'est une manœuvre désespérée. Comme dans le football américain, quand, à la fin du match, le quarterback lance une passe de Hail Mary, une tentative tout ou rien, en espérant que quelqu'un attrape le ballon. C'est ce que font les États-Unis avec leur politique commerciale actuelle. Un signe clair de la fragilité de notre économie. Ce que Trump a accompli de plus important lors de son premier mandat a été la réforme fiscale de 2017. Une énorme réduction d'impôts qui a principalement bénéficié aux corporations et aux plus riches. Mais cette loi a une date d'expiration, 2025.
Quand elle expirera, ces mêmes élites devront à nouveau payer davantage. Et à ce moment-là, le débat sur l'orientation économique du pays sera inévitable. Ce que nous voyons, c'est le choc entre deux modèles. D'un côté, un système comme celui des États-Unis qui dépend presque exclusivement du marché et de la rentabilité privée. De l'autre, un modèle comme celui de la Chine qui combine le dynamisme entrepreneurial avec une planification étatique stratégique. Les deux cherchent le leadership mondial, mais ils le font avec des règles très différentes. La question est, qui parviendra à se maintenir plus longtemps? La réponse, peut-être, ne dépend pas tant de la capacité technologique ou militaire, mais de l'aptitude à reconnaître ses propres limites. Et c'est là que les États-Unis semblent plus vulnérables, non pas parce qu'ils manquent de talent, de ressources ou d'innovation, mais parce qu'ils persistent à accuser les autres au lieu d'affronter leurs propres problèmes. Et pendant ce temps, le reste du monde observe, réagit et s'adapte, car s'il y a une chose claire, c'est que personne ne va rester les bras croisés. Le jeu mondial a changé, et nier cette réalité est l'erreur la plus coûteuse qu'un pays puisse commettre. Parlons franchement, le président se trouve dans un dilemme qu'il ne peut ignorer. Il ne veut pas augmenter les impôts, il ne veut pas toucher à cette partie, car c'est là que repose sa base électorale, là que se trouvent les donateurs qui le soutiennent et financent son projet politique. C'est la source de soutien qu'il doit maintenir à tout prix. Si les impôts augmentent, ce cercle de soutien se fissure. C'est pourquoi il résiste. Mais s'il continue à dépenser de l'argent public tout en bloquant la possibilité d'augmenter les recettes fiscales, quelle alternative reste-t-il? La réponse est simple, mais très inconfortable. Il devra s'endetter. Emprunter, et pas en petite quantité, mais en billions, comme les États-Unis l'ont déjà fait ces dernières années. Mais cette voie a aussi des conséquences. Devenir le président qui continue à accumuler une dette massive n'est pas une position confortable dans l'histoire. Et de plus, rappelons que beaucoup de ces prêts dépendent de créanciers étrangers. La Chine, le Japon, l'Europe, le monde entier a financé le déficit américain. Le détail est que cette patience n'est pas infinie. Ils ne continueront pas à prêter de la même manière, et c'est une menace réelle qui met le président dans une situation dont il ne peut pas s'échapper facilement. Face à ce scénario, l'espoir se réduit à une manœuvre risquée, réduire drastiquement les dépenses internes. L'idée est qu'avec des ciseaux en main, le problème peut être contenu. Mais ce n'est pas une coupe neutre ni équilibrée. Le coût est directement transféré à la classe ouvrière. Regardons ce qu'Elon Musk a fait dans ses entreprises comme exemple. Ce qu'il nous montre publiquement est presque une mise en scène. Il apparaît avec une tronçonneuse métaphorique, comme pour dire « je vais résoudre les problèmes avec efficacité ». Mais ce qui se passe réellement, c'est que des milliers de travailleurs sont licenciés du jour au lendemain, sans plan de restructuration, sans avertissement, sans aucun soin. Cela est vendu comme de l'efficacité, mais ce n'est qu'une coupe brutale. Et appeler cela « efficacité » est une insulte à l'intelligence collective. L'efficacité dans un processus entrepreneurial ou étatique nécessite du temps, de la planification, des conseils d'experts, une analyse approfondie. Rien de tout cela n'est présent ici. Ce qui se fait, ce sont des licenciements massifs, en gros. Et ensuite, on y colle une étiquette trompeuse pour que cela semble une stratégie rationnelle. C'est une illusion, un écran de fumée. Revenons au président. Le dilemme est toujours là. Il ne peut pas augmenter les impôts. Il ne veut pas porter le fardeau d'une dette éternelle. Et donc, sa seule issue est d'approfondir ce type de mesures qui frappe de plein fouet les travailleurs. C'est le dernier recours, la dernière manœuvre d'un modèle économique qui cherche à se sauver en sacrifiant la qualité de vie de la majorité. Pensons à l'effet des tarifs douaniers. Si vous imposez des tarifs sur les importations, automatiquement tous les produits entrant de l'étranger deviennent plus chers. Que se passe-t-il ensuite? Les gens achètent moins de ces biens, ajustent leur consommation et voient leur niveau de vie réduit. Et les entreprises américaines, loin d'atténuer le coût, profitent de l'occasion pour augmenter leurs prix également. Le résultat est doublement nuisible. D'un côté, les importations deviennent plus chères et de l'autre, les prix nationaux augmentent aussi. Qui paie l'addition? Une fois de plus, la classe ouvrière. C'est une tentative désespérée de résoudre un problème qui n'a jamais été affronté à sa racine.
Et voici l'ironie. Cette même politique, présentée comme une défense nationale, finit par renforcer l'unité du reste du monde. Regardons l'Europe. Pendant des décennies, elle n'a pas pu se consolider pleinement sous le parapluie des alliances militaires et politiques promues par Washington. Mais maintenant, paradoxalement, l'hostilité américaine est en train de réussir là où la diplomatie a échoué, unir l'Europe autour d'une cause commune. Et si nous sautons en Asie, ce que nous voyons est encore plus révélateur. Des pays avec des tensions historiques, des inimitiés de longue date, comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, trouvent des points de coopération pour faire face à ce nouveau scénario. La stratégie de Washington, au lieu d'isoler ses rivaux, unit le monde contre elle. Voici une ironie qu'un philosophe comme Hegel apprécierait sans doute. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont construit toute leur politique étrangère autour de l'endiguement. Il fallait contenir l'Union soviétique. Aujourd'hui, le tournant dramatique est que ce sont les États-Unis qui sont contenus, isolés politiquement et économiquement. Regardez les votes à l'ONU. Les États-Unis apparaissent de plus en plus seuls, accompagnés seulement d'Israël et d'une poignée de pays mineurs. Cette image parle d'elle-même. Un isolement croissant, tant politique qu'économique. La perception mondiale est claire. Les États-Unis ne sont plus le leader incontesté, mais la nation rebelle qui entre en collision avec le reste de la planète. On peut ne pas vouloir l'accepter à l'intérieur du pays, mais peu importe ce qu'on pense en interne si le monde entier le voit autrement. C'est un changement profond, un signe que l'Empire américain entre en déclin. Et comme pour tout empire en déclin, la réaction n'est pas calme ni ordonnée, mais chaotique et nuisible. On gesticule, on frappe, on projette la douleur vers l'extérieur tout en luttant avec l'effondrement interne. L'ancien ministre grec Yanis Varoufakis l'a expliqué dans un article intitulé « Le plan maître économique de Donald Trump ». Selon lui, les critiques ne comprennent pas le fond de l'affaire. Il ne s'agit pas de croire naïvement que les tarifs douaniers réduiront le déficit commercial par eux-mêmes. Le calcul est différent. L'utilité de ces tarifs réside dans la pression exercée sur les banques centrales étrangères pour qu'elles baissent leur taux d'intérêt domestique. Cela, à son tour, affaiblirait des monnaies comme l'euro, le yen ou le renminbi face au dollar. L'effet final ? Que les augmentations de prix des produits importés vers les États-Unis soient neutralisées. En d'autres termes, ce seraient les autres pays qui finiraient par payer la facture des tarifs de Trump. Est-ce que cela peut arriver ? C'est une possibilité, mais il n'y a aucune garantie. Car la réalité est que les tarifs douaniers sont une arme ancienne, avec des siècles d'histoire, et leurs résultats ont toujours été incertains. Tout dépend du contexte, des taux d'intérêt mondiaux, de la force des économies, des mouvements de change, de la croissance ou de la récession dans d'autres parties du monde. On ne peut pas prédire à l'avance. C'est une manœuvre risquée, un lancer à l'aveugle. C'est précisément pour cela que, pendant les dernières 50 années, les États-Unis ont promu le libre-échange, le néolibéralisme, la mondialisation. C'était l'orthodoxie acceptée. Mais maintenant, incapables de maintenir leur avantage dans ce système, le pays bascule vers le nationalisme économique. C'est un changement de paradigme qui secoue la planète. Est-ce que pendant un demi-siècle, tout le monde avait tort et que maintenant, Trump a raison ? Ce serait un pari très risqué. Il est plus probable qu'il s'agisse d'une stratégie pour sauver sa carrière politique, pour affronter une économie en déclin sans reconnaître publiquement l'ampleur du problème. Mais ces sorties finissent généralement mal, rarement de manière ordonnée. Nous le voyons en Ukraine. Là-bas, on a mal calculé que la Russie pourrait se maintenir grâce au soutien de la Chine et de l'Inde. Cette possibilité n'a pas été anticipée et elle façonne maintenant le résultat du conflit. Et il ne s'agit pas de choisir un camp,
mais d'observer comment le plateau mondial change sous nos yeux. La question que beaucoup se posent est inévitable. Assistons-nous au début de la fin de l'Empire américain? La réponse est que nous sommes probablement déjà dans ce processus depuis plus d'une décennie. Examinons un fait clé. Si nous additionnons le PIB des États-Unis et de ses principaux alliés, le G7, le résultat équivaut à environ 28% de la production mondiale. Mais si nous faisons la même opération avec la Chine et les BRICS, nous obtenons environ 35%. En d'autres termes, ils dépassent déjà le bloc occidental en tant que force économique. Aujourd'hui, tout pays qui cherche à construire des infrastructures, à financer un système de santé ou à promouvoir un grand projet ne se tourne plus seulement vers Washington ou Londres, mais aussi vers Pékin, New Delhi, São Paulo. Et souvent, ils trouvent de meilleures conditions là-bas. Le monde change, et il change vite. Les États-Unis pourraient affronter cette transition avec maturité. Mais, comme dans le cas d'une addiction, la première étape serait d'admettre qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, cette acceptation n'est pas présente. Ce que nous voyons, c'est un pays qui nie l'évidence, qui résiste à accepter que l'ère de la suprématie n'est plus la même.